il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce mercredi 26 novembre 2025. Tout de suite les titres. Le Premier ministre algérien Séfir Riyeb se félicite au Caire des résultats positifs ayant couronné les travaux de la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-égyptienne aux côtés de son homologue égyptien Moustapha Medbouli. Libye, le groupe A3+ appelle le Conseil de sécurité à faire répondre de leurs actes tous ceux qui compromettent la stabilité. Les détails dans ce journal. Au Soudan, les affrontements meurtriers entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide précipitent l'effondrement de la situation humanitaire et le nombre de déplacés explose notamment dans le Kordofan Sud. Et la scène artistique algérienne rend un dernier hommage à la défunte comédien Biyouna, saluant le parcours de l'icône ayant marqué des générations sur scène comme à l'écran. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, le Premier ministre algérien Séfir Riyeb s'est félicité ce mercredi au Caire des résultats positifs ayant couronné les travaux de la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-égyptienne, affirmant que le partenariat entre les deux pays constituait désormais un cadre prometteur pour réaliser davantage d'intégration et de bénéfices mutuels. C'était lors d'une conférence de presse conjointe animée avec son homologue égyptien Moustapha Medbouli à l'issue des travaux de la Grande Commission mixte. Hier encore, lors de l'audience que m'a accordée son Excellence le président Abdel Fattah Sisi, j'ai pu constater la forte volonté qui l'anime de poursuivre le travail avec son frère le président Abdelmajid Tebboune en but de renforcer les relations de coopération et d'intensifier la coordination et la concertation, notamment dans le contexte actuel que traverse notre monde arabe. Dans ce cadre, il apparaît clairement que l'approfondissement des relations entre l'Algérie et l'Égypte ne relève pas simplement d'une gestion ordinaire entre deux pays liés par l'histoire, la géographie et la culture, mais constitue également une réponse stratégique aux grands défis auxquels notre région est confrontée. À cette occasion également, le Premier ministre algérien a relevé que le renforcement de la coopération et de la concertation entre les deux pays sur les différentes questions d'actualité constituait une priorité pour contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans une région marquée par une vague de turbulences inédites. On l'écoute. En effet, le renforcement de la coordination et de la concertation entre nos deux pays face aux différentes questions actuelles constitue une priorité essentielle pour contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans une région en proie à une vague de turbulences sans précédent et qui nécessite une relance de la solidarité arabe et une unification des rangs. Dans cette optique, les développements de la région ont été passés en revue en soulignant les visions communes des deux pays concernant de nombreuses questions d'intérêt partagé. Après avoir salué le niveau des relations de coopération économique entre les deux pays, Riyeb a rappelé la tendance haussière que connaissent les échanges commerciaux bilatéraux. À la lumière de grandes opportunités offertes par la dynamique exceptionnelle que connaissent les économies des deux pays, les échanges commerciaux entre eux connaissent une croissance constante et les projets d'investissement et de partenariat augmentent, suscitant fierté et satisfaction. Ces projets couvrent plusieurs secteurs prometteurs tels que l'énergie, la pétrochimie, l'industrie électrique, l'industrie pharmaceutique, ainsi que la construction, les travaux publics, les services et l'agriculture. Enfin, selon le Premier ministre algérien Séfir Riyeb, le partenariat algéro-égyptien est désormais un cadre prometteur pour réaliser davantage d'intégration, optimiser les bénéfices mutuels et promouvoir une interaction positive et fructueuse entre les peuples des deux pays.
Je renouvelle donc ma satisfaction quant aux résultats de cette session qui constitue une étape supplémentaire dans la construction d'un partenariat fructueux et diversifié entre nos deux peuples frères. J'insiste également sur l'importance de suivre la mise en œuvre de ces conclusions dans tous les domaines afin de répondre aux aspirations de nos deux nations pour davantage d'intégration, de croissance et de coopération. De son côté, le Premier ministre égyptien Mostafa Medbouli a indiqué que l'Égypte et l'Algérie comptaient porter le volume des échanges commerciaux bilatéraux à hauteur de 5 milliards de dollars dans les prochaines années, conformément aux instructions des dirigeants des deux pays. On l'écoute. Malgré les avancées positives réalisées ces dernières années, le volume des échanges commerciaux et des investissements entre l'Égypte et l'Algérie demeure en deçà des énormes potentialités disponibles. Nous sommes face à des opportunités encore insuffisamment exploitées. Si nous savons les mettre à profit, nous pourrons accéder à de grands partenariats économiques s'étendant aux marchés de la région, du continent africain ainsi que de l'Europe. Et la 9e session de la grande commission mixte de coopération algéro-égyptienne a laissé place aux travaux du forum d'affaires algéro-égyptien au Caire sous la coprésidence du Premier ministre algérien Sifir Ghrieb et de son homologue égyptien Mostafa Medbouli. À cette occasion, Ghrieb a souligné que l'Algérie et l'Égypte avaient un registre économique riche marqué par une coopération exemplaire et des partenariats réussis dans divers domaines comme l'énergie, le commerce et l'investissement. Et la nécessité de renforcer la coopération économique entre l'Algérie et l'Égypte demeure une priorité absolue pour les deux pays. Le Premier ministre algérien a salué la progression notable des échanges commerciaux qui ont dépassé le milliard de dollars en 2024 contre 872 millions en 2023. Plus de détails avec Safwan Ben Sabri. Dans le cadre de sa visite officielle en Égypte, le Premier ministre algérien Sifir Ghrieb a mis l'accent sur le volet économique et commercial de la relation bilatérale entre le Caire et Alger. À l'heure actuelle, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a franchi la barre du milliard de dollars au courant de l'année 2024, contre 872 millions de dollars en 2023, soit une croissance de 18%. Le forum d'affaires algéro-égyptien a été l'occasion d'offrir une plateforme pour booster ces échanges. Le Premier ministre est revenu sur la vision du président algérien Abdelmajid Tebboune en matière d'investissement et d'attractivité. Les réformes économiques initiées par le président Abdelmajid Tebboune ont permis de fournir toutes les facilités et incitations nécessaires pour créer un environnement propice à l'attraction des investissements directs et à l'augmentation de leurs flux. Ces mesures contribueront à réaliser notre ambition commune de bâtir des relations exemplaires et solides, bénéfiques pour nos deux peuples frères. Côté égyptien, l'Autorité générale égyptienne pour l'investissement et des zones franches a accueilli la toute première réunion du comité technique algéro-égyptien pour la coopération en matière d'investissement. L'Algérie se place dans la liste des pays investisseurs en Égypte avec des investissements à hauteur de 54 millions de dollars en 2024 à travers 112 entreprises. Par ailleurs, la visite de Sifir Ghrieb a été l'occasion pour signer un nombre important d'accords entre les deux pays, témoignant de la volonté de renforcer un partenariat déjà existant. Et le ministre algérien de l'énergie et des énergies renouvelables, Morad Adjal, a rencontré mercredi son homologue égyptien, le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, Mahmoud Mostafa Esmat, au siège du ministère au Caire pour examiner les voies et moyens de développer le partenariat dans le domaine de l'électricité et des énergies renouvelables. Lors de cette rencontre qui intervient en marge de sa participation aux travaux de la grande commission mixte algéro-égyptienne qui se tient au Caire en Égypte, les deux parties ont passé en revue les relations de coopération entre les deux pays dans les secteurs de l'électricité et des énergies renouvelables.
et des énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que les moyens de les promouvoir vers des partenariats diversifiés et plus efficaces, notamment dans les domaines de l'hydrogène vert et de l'efficacité énergétique. Dans ce cadre, un accord de coopération globale dans le domaine de la transition énergétique et des énergies renouvelables est en cours d'élaboration pour l'échange d'expertise, le développement de programmes communs ou l'examen des opportunités de création de projets mutuellement bénéfiques dans ces secteurs prometteurs. Une délégation du groupe d'amitié parlementaire Algérie-Tunisie conduite par Mohamed El Hadi Tabsi a rencontré hier à Tunis Mourad Ben Hassine, directeur général du Centre tunisien de promotion des exportations, qui a accueilli la délégation et présenté la mission du centre. Il a expliqué que le centre dispose d'un bureau en Algérie, soulignant sa volonté de renforcer la coopération selon vision stratégique qui facilite les opérations d'import-export entre les deux pays. Un cadre proposé par le ministère tunisien du Commerce visait également à établir un partenariat économique d'ici 2026 qui servirait de point de départ à un projet commun ciblant les marchés africains. Les députés algériens ont suggéré la préparation d'une étude prospective réaliste qui identifie avec précision les conditions nécessaires au développement de la coopération économique, en plus d'intensifier les forums et les expositions internationaux, soulignant que la réalisation de cet objectif exige une volonté politique des deux côtés compte tenu de l'harmonie existante entre les dirigeants des deux pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 2797 sur le Sahara occidental, réaffirmant que toute solution politique doit être mutuellement acceptable et garantir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. On fait le point avec Naïla Hamouda. À New York, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a adopté le 31 octobre 2025 la résolution 2797 sur le Sahara occidental. Un texte rendu public aujourd'hui où l'ONU affirme clairement que toute solution politique doit être mutuellement acceptable et permettre au peuple du Sahara occidental d'exercer son autodétermination conformément aux principes du droit international. La résolution souligne que le processus politique doit offrir un cadre permettant l'expression libre de la volonté du peuple sahraoui. Elle précise également que certaines options, comme l'autonomie, peuvent être considérées et présentées comme potentiellement réalistes et viables, à condition que celles-ci respectent l'autodétermination et surtout soient acceptées par les deux parties. Le Conseil de sécurité réaffirme son soutien à l'envoyé personnel du secrétaire général Staffan de Mistura, chargé de relancer un dialogue réunissant les deux parties, le Maroc et le Front Polisario, ce qui confirme une énième fois que seuls les Sahraouis peuvent décider de leur sort et négocier avec le Maroc et que Rabat n'a pas d'autres interlocuteurs directs en dehors du Front Polisario et que l'Algérie et la Mauritanie restent des pays voisins garants de l'état d'avancement. Le texte exprime aussi la préoccupation du Conseil face au manque de financement destiné aux réfugiés sahraouis et appelle à renforcer l'aide humanitaire. Toutefois, la mission de la MINURSO a été prolongée d'1 an. Sa présence demeure essentielle pour garantir un climat propice au processus politique de l'autodétermination et au respect du cessez-le-feu. Pour l'ONU, la voie reste donc clairement définie, une solution politique mutuellement acceptable permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit fondamental à l'autodétermination par la voie référendaire, quelle que soit l'option retenue, à partir du moment où elle répond au droit international et que les parties l'acceptent librement. Une orientation réaffirmée qui s'inscrit dans la continuité du processus onusien, un principe qui reste la clé de la paix, de la stabilité et d'un règlement défini du conflit.
Dossier libyen présent, le groupe A3+, a appelé le Conseil de sécurité à faire répondre de leurs actes tous ceux qui violent l'embargo sur les armes et compromettent la stabilité en Libye. Cela a été souligné dans l'allocution lue mardi soir par le représentant permanent adjoint auprès des Nations Unies, Toufik Koudri, au nom du groupe A3+, après le vote du Conseil de sécurité d'un projet de résolution renouvelant pour 6 mois le mandat accordé aux États membres au niveau national ou à travers des organisations régionales de procéder à la fouille des navires en haute mer au large de la Libye se rendant vers ce pays ou en partance. Le vote du groupe A3+, en faveur de cette résolution réaffirme son engagement pour une stricte application de l'embargo sur les armes en Libye. Nous exhortons le Conseil de sécurité à assumer sa responsabilité historique et à veiller à ce que tous ceux qui violent l'embargo et compromettent la stabilité du pays soient tenus responsables de leurs actes. La reddition de comptes demeure une note silencieuse dans ce processus inachevé, car bien que l'opération Irénie intercepte des navires, retrace l'origine des armes et identifie les parties fournissant ces armes, aucune mesure concrète n'a malheureusement été prise. Le groupe a pris connaissance du dernier rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur les activités de la force navale de l'Union européenne en Méditerranée et déplore que cette opération n'ait pas atteint les résultats escomptés en matière de mise en œuvre de l'embargo sur les armes. To implement the arms embargo. Toujours en Libye, la mission de l'ONU en Libye a souligné la nécessité de soutenir l'indépendance et l'impartialité du bureau d'audit compte tenu de son impact direct sur l'enforcement du contrôle et la garantie de la transparence et l'objectivité de ses rapports lors de sa rencontre à Tripoli avec le chef du bureau des comptes, Khaled Chakchak, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordinateur résidente Uldoter Richardson a confirmé le rôle central joué par le bureau d'audit dans le renforcement du contrôle des fonds publics, la promotion de la transparence et la lutte contre la corruption, car étant des piliers essentiels pour soutenir la stabilité et bâtir des institutions fortes et efficaces. Et la situation ne cesse de se détériorer au Soudan. Plus de 200 000 personnes ont fui Al-Fashar, capitale de l'État du Darfour du Nord et ses environs dans l'ouest du pays, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Commentaire Naïla Hamouda. Plus de 106 000 personnes, hommes, femmes et enfants soudanais, ont parcouru des dizaines de kilomètres pour trouver refuge dans le nord du Soudan. Ils ont fui la ville d'El-Fasher et ses environs dans le Darfour du Nord, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Une fuite massive amorcée il y a un mois, lorsque les forces de soutien rapide ont pris le contrôle de la capitale régionale. D'après les Nations Unies, la grande majorité des déplacés ont trouvé refuge dans des camps situés dans la région de Tawila, à environ 40 km d'El-Fasher. Mais les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Et au sud Kordofan, la situation se dégrade également. L'Organisation internationale pour les migrations annonce le déplacement de 1455 personnes en seulement 3 jours, dont 310 au cours des dernières 24 heures. L'Organisation internationale pour les migrations rapporte des départs massifs de plusieurs villages de la localité d'Al Abbasiya en raison d'une insécurité accrue et d'exactions attribuées aux forces de soutien rapide. Les familles déplacées se sont dirigées vers divers sites au sein de l'État sans que leur destination exacte ne soit divulguée pour des raisons de sécurité. Ils se souviennent encore de l'horreur. Ces réfugiés restent marqués par les attaques, même s'ils ont fui la ville. L'OCHA reste préoccupé par la poursuite des violences dans plusieurs régions du Darfour au Kordofan. Les Nations Unies appellent une nouvelle fois à la protection des civils et réclament un soutien financier urgent pour répondre aux besoins croissants dans tout le pays.
Et dans le dossier soudanais de ce journal, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à la cessation immédiate des hostilités au Soudan et exhorté les parties au conflit à s'asseoir à la table des négociations. Nous avons besoin d'un accès sûr et sans entrave à l'aide humanitaire et nous avons besoin d'un arrêt du flux d'armes, a écrit Guterres dans un message publié sur les réseaux sociaux. Guterres a appelé à cet effet les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à s'asseoir à la table des négociations. Et au Nigeria, la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. Le programme alimentaire mondial a indiqué qu'environ 35 millions de Nigérians devraient affronter une grave insécurité alimentaire en 2026, affirmant que le niveau d'insécurité alimentaire dans le pays a atteint un seuil jamais sans précédent selon l'organisation onusienne. Ici, dans le nord-est du Nigeria, nous assistons à une aggravation de la faim et de la malnutrition. Les attaques insurgées se sont intensifiées et les communautés en portent le poids. La famine atteint désormais des niveaux que nous n'avions pas vus depuis des années. Si les familles ne peuvent pas manger et que la peur continue de croître, le désespoir prendra le dessus. Les groupes armés peuvent utiliser ce désespoir pour renforcer leur emprise, soumettant la région tout entière au danger. Dans cette ville, nous vivons dans la peur, parce qu'à tout moment, Boko Haram peut attaquer, et c'est ce à quoi nous faisons face. En Algérie, le forum de la mémoire d'El Moudjahid a célébré la commémoration du 9e anniversaire de la disparition du président cubain, le commandant Fidel Castro Ruz. L'occasion de rappeler l'engagement de cette figure historique au service de la libération des peuples et de la défense de leurs droits légitimes à l'autodétermination. Une série de témoignages, dont ceux de l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela ou encore du colonel Michelet, sont venus rappeler le parcours exemplaire du commandant Fidel Castro Ruz et ses liens profonds avec la révolution algérienne en particulier et les causes de l'émancipation des peuples africains du joug colonial. En cette commémoration du 9e anniversaire de la disparition du commandant Fidel Castro Ruz, nous rendons hommage à une figure qui a transcendé son époque, le leader historique de la révolution cubaine. Il est un homme d'État exceptionnel et un symbole de résistance pour les peuples du Sud. Sa pensée, son éthique et sa vision internationaliste ont profondément marqué la politique extérieure cubaine et laissé une empreinte indélébile sur des régions comme l'Afrique et notamment en Algérie, pays avec lequel Cuba entretient depuis 1962 des relations exemplaires, fondée sur la solidarité, la fidélité et le respect mutuel. Fidel a toujours considéré la révolution algérienne comme l'un des actes les plus héroïques du XXe siècle. Avant même l'indépendance de l'Algérie, Cuba avait publiquement exprimé son soutien au Front de libération nationale, convaincu que cette lutte pour la liberté s'inscrivait dans le mouvement mondial de décolonisation. Après la victoire de 1962, Cuba fut le premier pays à reconnaître officiellement le nouvel État algérien, ce que Fidel considérait comme une obligation morale découlant de la propre histoire de résistance cubaine à l'oppression. En Algérie, au Théâtre national algérien Mahidine Bechtarzi à Alger, un dernier hommage a été rendu aujourd'hui à la grande artiste Biouna Oubaya Bouzar, de son vrai nom, une icône qui a marqué des générations sur scène comme à l'écran. Regardez. Je présente toutes mes condoléances à sa famille, à la famille du 7e art et à la famille de la culture en général. C'est une très grosse perte pour le pays parce qu'on vient de perdre une icône qui a un riche parcours, un long parcours dans le domaine du cinéma et du 7e art. Depuis ses premières années dans la troupe d'une autre diva
Une autre icône, Fadela Djeria, elle a tourné dans la Grande Maison. Et après, c'est toute une grande série de grands films, de grands feuilletons et de sitcoms. Je pense depuis 1973 et jusqu'à la dernière apparition, je crois qu'elle a avec Darl Fchouch avec Jafar Gasson. Donc elle est inoubliable, elle est exceptionnelle, elle est juste exceptionnelle. Et encore une fois, toutes nos condoléances à sa famille. Donc c'est une femme qui est restée sur la scène artistique pendant toute sa vie. Elle a près de 50 ans de 50 ans de carrière. Alors personnellement, je parlerai sur sa vie artistique. C'est une femme qui travaille d'une manière extraordinaire. Elle est pleine d'improvisation. Et maintenant, elle me manque. Elle me manque beaucoup. Et Biouna représentait le cinéma algérien. Nous avons grandi avec elle. Aujourd'hui, nous sommes sous le choc. Tout le peuple algérien est attristé par son départ, car elle est rentrée dans tous les foyers algériens. Que Dieu accorde patience à sa famille et à tous ses proches. Le public aimait Biouna pour sa spontanéité, pour son talent. C'était une femme généreuse, toujours proche de son public. Elle savait gagner le cœur des gens. Pendant la période où l'Algérie traversait une crise, Biouna, comme beaucoup d'artistes, a apporté du sourire et de la joie dans les foyers algériens. Que Dieu ait de son âme. Et Biouna restera jamais dans le cœur des Algériens qui ont tenu à rendre hommage à cette grande artiste. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.